Tous et bienvenue sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons ce dimanche matin à la biographie du grand maître tibétain Jamyang Khyentse Chökyi Lodro. Ce genre littéraire que l'on appelle Namtar est particulier et essentiel à plus d'un titre. Il s'agit en effet d'une source d'inspiration et d'information importante sur les lignées de transmission spirituelle. On y comprend que la voie est une recherche engagée et approfondie pour comprendre la nature humaine et réaliser la nature de l'esprit en se libérant de toutes les formes d'ignorance. Je vous propose donc de partir à la découverte de ce grand maître. Quelles sont les étapes de sa vie? Quels sont ses principaux enseignements? En quoi peut-il nous inspirer dans notre vie quotidienne? J'ai le grand plaisir d'accueillir pour en parler Anne Benson. Anne Benson, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes une disciple de Kangyo Rinpoche et de Dilgo Khyentse Rinpoche. Vous êtes dans cette voie du bouddhisme tibétain depuis les années 70. Vous êtes également traductrice de nombreux ouvrages, dont le plus récent, La vie et le monde de Jamyang Khyentse Chökyi Lodro, aux éditions Padmakara. Alors, je crois que vous avez mis plus de 3 ans pour traduire ce livre. Racontez-nous comment s'est déroulé ce travail. C'était un petit peu à la demande de Dzongsa Khyentse Rinpoche. Et en fait, sur les 3 dernières années, j'ai traduit 3 biographies de grands maîtres. Et c'est très intéressant parce qu'ils se recoupent, ils sont contemporains. Il y avait Le lion de la parole de la vie de Mipham Rinpoche, la vie de Jamyang Khyentse Chökyi Lodro et la biographie de Khenpo Ngakchung. Et donc, ces 3 grands maîtres qui ont vécu dans les années 1890, qui sont nés à la fin du 19e siècle. Et c'est un travail, j'ai traduit à partir du tibétain, pour la partie tibétaine. Parce que la biographie de Jamyang Khyentse Chökyi Lodro est en 2 parties. Une partie par Ogyen Tobgyal Rinpoche qui a été donnée de manière verbale et transcrite. Donc ça, c'est ma fille qui a traduit, donc je suis en train de la former pour traduire. Et la partie tibétaine que j'ai repris à partir du tibétain. Très bien. Alors, vous travaillez beaucoup sur ce style littéraire, si l'on peut dire, qu'on appelle Namtar. C'est très important dans le bouddhisme tibétain, et pas seulement d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, parce que la vie du maître est la voie du disciple. Et donc, connaître la vie des maîtres, c'est très important. Ça l'est dans la plupart des religions d'ailleurs. Il y a Namtar, littéralement, ça signifie la voie vers la libération. Enfin, c'est les aspects de la libération totale. Donc, c'est quelle voie a suivi ce maître pour arriver jusqu'à l'éveil? Et donc, c'est très bizarre parce que pour nous, on voudrait un contexte historique. Ils n'en parlent jamais dans les Namtar, très peu, juste si ça peut apporter quelques éléments à l'histoire. C'est plutôt une hagiographie, dans le sens où c'est fait. Alors, une hagiographie, techniquement, c'est ce qui inspire la dévotion et qui donne l'envie d'imiter le maître. Donc c'est une source d'inspiration, vraiment. Voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est pour que le maître soit ramené à un niveau où on peut imaginer que c'est possible de faire un petit peu ce qu'ils ont fait. Alors, ces textes, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils sont essentiels au patrimoine tibétain, mais que les Occidentaux aussi peuvent vraiment s'en nourrir. Oui, un Namtar est une source d'information d'autant plus importante maintenant que la plupart des livres, parce qu'il y a une très, très, très grande bibliographie dedans, tous les livres qu'ils ont reçus, les transmissions reçues, données, etc. Et malheureusement, on se rend compte que beaucoup de ces livres ont disparu lors de l'occupation chinoise. Et c'est important. Ça nous a permis d'ailleurs, quand il a fallu rechercher tous ces livres et les réimprimer, d'avoir des listes vraiment très conséquentes de tous les livres importants dans toutes les traditions, parce que Jamyang Khyentse Chökyi Lodro était un maître non sectaire et il était reconnu par les 4 grandes écoles du bouddhisme et même du Bön. Alors revenons justement sur ce livre en particulier, qui a été écrit, vous l'avez souligné, par 2 grands maîtres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur chacun? C'est en 2 parties, parce que Dzongsa Khyentse Rinpoche a trouvé que les biographies classiques sont difficiles à lire, sont extrêmement profondes, c'est très important, mais difficiles à lire. Et que ce serait bien que Ogyen Tobgyal Rinpoche, qui est le fils d'un codisciple de Jamyang Khyentse Chökyi Lodro, et qui a été très proche de Jamyang Khyentse Chökyi Lodro, nous explique tout ce qu'il connaissait de sa vie. Donc là, c'est très vivant, c'est très provocateur, on comprend un petit peu ce qui se passait au Tibet.
La deuxième partie, c'est le Namtar classique, où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait dans son enfance, ses études, avec quel maître il a étudié, toutes les listes de tous les enseignements, initiations et C'est très exhaustif alors. Voilà. Et après, sa pratique, son éveil, et qu'est-ce qu'il a transmis et qu'est-ce qu'il a fait pour les êtres. Ce qu'il faut préciser, c'est que ces 2 maîtres sont des émanations de Manjushri. Alors, Ogyantop Rinpoche, lui, se considère comme un disciple de Jamyang Khyentse Chögye Lodrö. Jamyang Khyentse Chögye Lodrö, lui, était reconnu comme un disciple de Manjushri. Donc, la lignée, c'est Manjushri, Vimalamitra, Longchenpa, Jigme Lingpa, enfin, il y en a eu bien sûr entre. Et Jamyang Khyentse Wangpo le Grand, dont Jamyang Khyentse Chögye Lodrö est disciple, et celui qui a écrit la biographie d'Ilgo Khyentse Rinpoche, que beaucoup de bouddhistes en France ont connu, était aussi une incarnation et de Manjushri et de Jamyang Khyentse Wangpo. Donc ils étaient 2 incarnations du même maître. Donc il écrit l'histoire de son autre incarnation. Enfin, c'était un Donc Manjushri est vraiment central. Rappelez-nous. Bien sûr, Manjushri était un des bodhisattvas, des 8 bodhisattvas proches du Bouddha Sakyamuni lui-même. Et donc, il est l'aspect de sagesse, de l'intelligence du Bouddha. Et avec les deux autres grands bodhisattvas qui sont Vajrapani, qui est la force, et Chenrezig ou Avalokiteshvara, qui est la compassion. Donc, Manjushri, c'est vraiment, il représente l'intelligence, la sagesse dans tout le bouddhisme. Oui. Alors, revenons justement à cette biographie que vous avez traduite de Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö. On a envie de comprendre et de savoir qui était ce maître. Vous expliquez que dans la deuxième étape, dans la deuxième partie du livre, on en sait un peu plus sur sa vie, sur son parcours. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Dzongsa Khyentse Rinpoche a expliqué que la partie classique, la géographie classique, c'est un peu comme une Ferrari. Et la première partie, si on ne sait pas conduire une Ferrari, ben c'est bien aussi d'avoir une 2 chevaux. Donc, c'est un peu ça. Enfin, bon. Alors, moi, je trouve ça très bien, mais ce que j'aime dans la deuxième partie, c'est que même si on ne sait pas conduire une Ferrari, on peut s'asseoir dans une Ferrari. On peut s'imprégner de l'odeur, de la beauté du travail, etc. Donc, même si c'est difficile à lire, la deuxième partie, c'est une source d'inspiration immense. L'autre, c'est des histoires, etc. C'est plus des anecdotes. Des anecdotes, etc. Mais l'histoire classique, je pense que ça vaut la peine d'essayer, même si c'est difficile au premier abord. Mais alors, que nous dit-elle sur ce maître, cette histoire classique? À notre époque, il faut savoir que Jamyang Khyentse Chögye Lodrö, il est venu au Sikkim dans les années 56. Et c'est là où le frère de Gérard Godet, c'est-à-dire Robert Godet, qui était un des premiers occidentaux à le rencontrer, à être accepté comme son disciple. Il est un peu le grand-père du bouddhisme en France. Et c'était un des seuls grands maîtres tibétains qui disait « Mais arrêtez de repousser les Occidentaux, vous les Tibétains qui êtes tellement exclusifs. C'est eux qui vont pouvoir recueillir et tenir et transmettre le Dharma. Donc accueillez-les, respectez-les. » C'était le premier avec Kangyo Rinpoche, Kalu Rinpoche, et le Dalai Lama, mais les autres Tibétains, ils estimaient peut-être qu'on n'était pas à la hauteur. Et donc, ça faisait partie de ces enseignements non sectaires, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Exactement. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Il y a 12 volumes. C'est beaucoup de sadhana, de pratiques, c'est des explications des pratiques, c'est des explications, parfois c'est terma, c'est-à-dire c'est redécouverte des enseignements qui ont été donnés il y a très longtemps et que dans son esprit sont revenus, il les a réécrits. Après, il a retrouvé cela dans les textes vraiment qu'on a retrouvés dans des grottes, etc., qui étaient les mêmes que ce que lui, il avait redécouvert dans son esprit. Et il était surtout connu pour avoir une approche très directe au niveau de la pratique. Les gens venaient le chercher de toutes les écoles du bouddhisme, d'abord parce qu'il avait toutes les transmissions dans toutes les écoles, et parce qu'il les transmettait parfaitement en accord avec chaque école, il ne mélangeait jamais rien, et parce qu'il avait réalisé tout ce qu'il enseignait. Il avait fait toutes les pratiques qu'il avait reçues, il les avait toutes faites. Donc c'est vraiment une transmission vivante d'une sagesse qui nous vient depuis le Bouddha à travers tous les maîtres et disciples. C'est extraordinaire.
Et alors justement, comment est-ce que les personnes qui assistaient à ces enseignements, et encore aujourd'hui, pouvaient et peuvent encore mettre en place justement ces outils, si on peut les appeler comme ça, dans leur vie quotidienne? On a les livres, mais ce qui est important, c'est la transmission vivante. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? C'est une vie de pratique et au service des autres. Il n'était que compassion et sagesse, et toute sa vie, ça n'a été que ça. Donc déjà cet exemple-là, on peut prendre l'exemple de la compassion, de la générosité, mais il a passé presque toute sa vie en pratique. Donc ce n'est pas une voie forcément accessible à nous qui travaillons dans la vie quotidienne. C'est une inspiration, certainement. Et c'est peut-être un exemple qui peut nous donner une petite idée de l'immense valeur des enseignements et de ce que les grands maîtres ont à transmettre. C'est trop facile maintenant de prendre des petits bouts et d'appeler ça mindfulness, etc., sans le relier à la source véritable, parce que ce n'était pas fait pour être plus détendu, par moins de stress. Ces enseignements, c'est fait pour atteindre l'éveil, pour sortir du samsara. Donc c'est important de remettre dans les contextes. Je pense que ça ne les gêne pas qu'on l'utilise pour faire un peu de yoga, pour se détendre. Mais ce n'est pas fait pour ça. Alors, vous l'avez souligné, l'enjeu, c'est la transmission, qui passe donc par la traduction. Comment ça se passe en ce moment? C'est compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de traducteurs qui peuvent... Ah non, il y en a de moins en moins. Malheureusement, en France, on a peut-être 4 ou 5 de l'ancienne génération. Et alors, la jeune génération n'est pas du tout assurée. On a des jeunes qui s'intéressent, mais comment les faire vivre le temps qu'ils prennent les 5 ou 10 ans nécessaires pour devenir de bons traducteurs? Il faudrait qu'ils puissent pratiquer 2 heures par jour avant de commencer à traduire, connaître parfaitement le tibétain, connaître parfaitement le français, avoir des notions en sanskrit. Ça prend du temps. Et pour terminer sur une note un peu plus optimiste, est-ce que vous pouvez nous parler du prochain livre sur lequel vous travaillez? Alors, je travaille, donc c'est celle qui va sortir, qui est terminée actuellement, c'est la vie de Khenpo Ngakchung. Alors, c'est une autobiographie. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est Manjushri Vimalamitra qui se raconte lui-même, qui explique quand il était petit, qu'il en avait marre de voir le ruisseau de montagne détruire le barrage que sa mère avait fait pour protéger leur tente pendant qu'ils gardaient les vaches et les moutons. Il a pris un petit bout il a taillé un pourba, une dague rituelle, il a attaqué le ruisseau en disant « Bon, moi j'ai fait reculer le Gange, c'est pas ce petit ruisseau qui va m'embêter. » Et le ruisseau, très gentiment, est remonté. Et après, il dit « Mais moi je suis personne, je suis pas très réalisé, etc. » Donc c'est aussi très intéressant, l'autobiographie de Khenpo Ngakchung. Bien, nous avons hâte de découvrir ce livre. Anne Benson, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci. Avant de nous quitter, je vous propose 3 livres passionnants, tous édités chez Padmakara, avec tout d'abord l'ouvrage traduit par notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, La vie et le monde de Jamyang Khyentse Chökyi Lodro par Dilgo Khyentse Rinpoche et Orgyen Topgyal Rinpoche. Comme nous l'avons vu, ces 2 recueils se réfléchissent l'un dans l'autre en éclairant sous une infinité d'angles différents les événements marquants de la vie d'un maître immense qui vécut à l'époque charnière où le Tibet traditionnel disparaissait et le monde occidental moderne découvrait le bouddhisme tibétain. Merveilleuse danse illusoire, l'autobiographie de Khenpo Nawang Paldzang. Ce portrait autobiographique constitue un document vivant qui, en révélant les accomplissements extraordinaires de ce maître, nous permet de cultiver une confiance absolue dans la lignée en nous donnant un manuel d'instruction limpide pour qui veut méditer sur la grande perfection. Et enfin, Lion de la parole de Dilgo Khyentse Rinpoche. Il s'agit de la biographie de Mipham Rinpoche, reconnu comme l'un des maîtres les plus éclairants du bouddhisme tibétain. Vous découvrirez dans cette hagiographie inspirante, longtemps perdue et récemment retrouvée d'ailleurs, ce qu'est une vie de libération et surtout, comment y parvenir. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons d'ici là une très, très belle journée.